C'est parti pour le grand débrief. Cette semaine, autour de la table pour débattre de ce qui agite la tech, Véronique Turner, bonjour. Bonjour. Présidente de Numéum, premier syndicat des entreprises numériques en France. Merci beaucoup d'être avec nous. Philippe Legrand, président d'Infranum, encore notre organisation incontournable, Fédération française professionnelle du secteur des télécoms. Et puis un avocat, Adrien Badevant, qui est spécialisé en droit des nouvelles technologies au cabinet Entropie et qui a travaillé notamment sur un rapport de mission dont on avait parlé ensemble sur les métavers. Voilà, bienvenue à tous. Je vais vous parler de nos sujets. Vous allez pouvoir donner vos points de vue sur l'ensemble d'entre eux. Clara Chapaz, d'abord, notre nouvelle ministre. Et bien voilà... je vais vous demander ce que vous pensez de cette annonce. Tout le monde dit que l'écosystème de la tech est super emballé, super content. On va voir ça. On va aussi parler des dessous tech de l'attaque massive de Beeper. On sera connecté pour ça avec le hacker expert en cybersécurité Baptiste Robert. Et puis, autre sujet qui nous agite, eh bien, c'est la fermeture du QIF. Parce que oui, ça y est, là, on est vraiment dedans avec les problèmes très concrets qui commencent à se présenter. Donc, voilà pour nos sujets. Alors, on commence donc avec Madame Clara Chapaz, nommée secrétaire d'État à l'intelligence artificielle et au numérique dans ce tout jeune gouvernement Barnier. Alors, je voulais déjà savoir comme ça, quand vous avez appris la nouvelle, d'abord, est-ce que vous étiez dans les confidences, surpris ou non? Et puis, comment vous l'avez accueillie, cette nomination, Véronique? Alors, nous, on est très contents parce que Clara, on la connaît bien. On travaille avec elle quand elle avait précédemment, elle était à la mission French Tech. Elle a fait un bon boulot. Notamment, on a travaillé ensemble sur Je choisis la French Tech, qui a été un gros programme qui a été porté depuis un an. On s'est beaucoup mobilisé à ses côtés. Et puis, on a une commission start-up qui est importante chez Numéum et donc qui est très corrélée et très connectée. Clara, elle porte des valeurs qui me sont chères. On est alignés toutes les deux sur les sujets de numérique responsable, la féminisation du secteur. Donc, c'est des sujets qui sont importants et je suis sûre, en fait, qu'on fera du bon boulot ensemble. Oui, donc ex-directrice de la mission French Tech. Donc ça veut dire que le gouvernement lui avait déjà confié cette mission quand même de soutien à l'écosystème français. Là, elle passe quand même à la vitesse supérieure avec un portefeuille qui en plus inclut la notion d'intelligence artificielle. Oui, tout à fait. Alors, on peut saluer déjà le fait que cette personne, Clara Chapaz, bénéficie de la reconnaissance de l'ensemble du secteur, de la French Tech notamment, où elle a excellé dans ses missions et elle est très reconnue et très appréciée. Nous, ce qui nous a émus dans la composition de ce gouvernement, c'est l'absence, en fait, des infrastructures numériques en tant que telles et le rattachement de cette secrétaire d'État au numérique, enfin l'intelligence artificielle et au numérique, au ministère de l'Enseignement et de la Recherche. Alors, quand vous dites qu'il n'y a pas l'infrastructure, je ne sais pas, parce que moi déjà quand je vois IA et numérique, je me dis l'IA c'est quand même dans le numérique, et dans le numérique il peut y avoir des infrastructures quand même. L'IA est dans le numérique, et dans le numérique il pourrait y avoir des infrastructures. On s'oriente quand même vers une décomposition, et à la rigueur cette clarification nous convient. L'émotion vient du fait qu'on était oublié dans les termes. Maintenant, si nous sommes rattachés à l'industrie, or il semble que ça soit l'orientation qui soit prise, ça nous ira très bien parce que c'est bien. De quelle manière, avec qui, à travers qui? Avec Marc Ferracci, le ministre de l'Industrie, ça semble s'orienter comme cela. On va bien regarder les décrets d'attribution, mais ça ira très bien. En tout cas, en tant que business angel, je suis très heureux que Clara Chapaz hérite de ce portefeuille et je suis sûr qu'elle sera à la hauteur de cette mission-là. Maintenant, nous, sur les infrastructures numériques, on a besoin, les enjeux, sans vouloir minimiser tout le reste, Infranum, c'est 75 milliards d'euros de chiffre d'affaires, c'est des centaines, dont 35 milliards à l'étranger, c'est des centaines de milliers d'emplois. On voudrait juste ne pas être oublié, et quand même exister dans le paysage, parce qu'il y a des arbitrages très importants pour notre filière, mais aussi pour les Français. Car ce que nous faisons aujourd'hui a un impact concret sur les Français, sur les entreprises, sur le développement économique, sur les solidarités. Donc, il faut absolument qu'on soit pris en compte. Alors maintenant, tous mes voeux de bonheur et de réussite à Clara Chapaz, et je suis très heureux de cette nomination. On parle de ministre compétent plutôt que de ministre politique. Ça ne veut pas dire que les politiques sont incompétents, mais c'est une connaisseuse des sujets et on a besoin de ça, donc c'est très bien. Oui, c'est vrai que là, on revient à un profil vraiment issu du secteur. Adrien. C'est une nomination qui est très bien accueillie, on l'entend. Il y a aussi un lien avec la recherche et avec l'enseignement. On essaie de faire le lien avec la deep tech parce qu'on sait qu'en France, on a besoin aussi de faire cette connexion. Il y a de plus en plus de belles scale-up qui sont fondées par des chercheurs. Donc ça, on peut s'en féliciter. Ensuite, la vraie question opérationnelle, ça va être le lien avec la Direction générale des entreprises, la DGE.
Comme on le sait, la DGE, elle est à Bercy. Oui. Elle a un rôle clé, en fait, central qu'il faut supporter, que ce soit dans la négociation du règlement sur l'intelligence artificielle, que ce soit dans le plan de financement de France 2030. Et donc, aujourd'hui, si le secrétariat d'État au numérique, enfin, à l'intelligence artificielle désormais et numérique, ne peut pas bénéficier du support de la DGE, on risque d'avoir des décalages. Donc ça, c'est un point qu'il faut suivre de près. Et puis, sur l'aspect plus intelligence artificielle, c'est sûr que c'est un sujet qui est très important. En France, on a le sommet pour l'action sur l'IA qui arrive en février. Ce sommet, par contre, il est piloté par l'Élysée, donc pas par le secrétariat d'État au numérique. Et il y a un autre aspect, c'est le sujet de l'IA, il est au niveau européen surtout. Donc au niveau européen, par exemple, le comité de l'IA qui a été créé par le règlement européen sur l'IA, il y a des représentants de chaque État membre qui y siègent. C'est le président, le directeur de la DGE qui y siège. Et il a besoin de beaucoup de support là-dessus. C'est un rôle très, très important, central. Encore une fois, s'il n'y a pas une connexité et un lien très fort entre le secrétariat d'État et la DGE, on risque de ne pas avoir le même impact. Donc, il faut bien suivre les décrets d'attribution. Ce sommet sur l'intelligence artificielle, là, ça va quand même être l'occasion pour Clara Chapas d'affirmer sa position sur ces sujets. Alors c'est clair, moi je vais juste revenir parce que c'est un point qui est important. C'est vrai que dans l'annonce, on est très content que ce soit Clara. Après, c'est vrai qu'il y a quand même un peu d'inquiétude sur le rattachement, non pas parce que c'est pas important d'être attaché en fait au sujet des compétences et de l'enseignement de la recherche. Hein. Ça a été clairement là exprimé. La recherche, oui, Adrien a dit, ouais, la deep tech. L'enseignement, c'est toute la formation. Toute la formation des compétences. Et on ouais. sait en fait qu'aujourd'hui, c'est un plafond de verre qui a craqué. On manque de compétences. Et donc, ça, c'est des signaux qui sont positifs. Néanmoins, il faut quand même dire que, je crois que c'est très important, le numérique, c'est une composante majeure de notre économie. Le rapport Draghi qui est sorti là à la fin de l'été, en fait, l'a vraiment indiqué en montrant que l'innovation, le numérique sont des moteurs demain en fait, de notre croissance, de notre compétitivité, de notre productivité. Et donc ça, il faut être vigilant. Mais je crois honnêtement qu'au niveau de la DGE et puis, je pense, du gouvernement qui a cette sensibilité, ce qui est sûr, c'est qu'il ne faudra pas qu'il sorte du portefeuille de Bercy. Et les ministres de Bercy doivent s'intéresser au sujet du numérique. C'est un sujet qui est stratégique pour la France et l'Europe. Donc il y a ce sujet d'IA avec ce sommet. Évidemment, dans les premiers dossiers que va adresser Clara, il y aura forcément ce sujet du sommet et l'organisation avec l'écosystème. Il y aura des sujets qui sont un peu plus techniques de régulation. Il y a Nice 2 là, qui arrive. Donc il y aura ces sujets un peu techniques. Pareil sur la transposition, en tout cas la préface en fait au Data Act. Là, il y a des sujets aussi de discussion de projets de loi avec la loi SREN. Voilà. Donc il y a des sujets assez techniques et un sujet qui va être beaucoup plus médiatique qui sera en fait le sujet de l'IA. Mais c'est vrai que alors il y a ce détachement de Bercy qui est perturbant, et puis la disparition aussi de la souveraineté numérique. Au moment où en plus on perd un commissaire européen qui portait vraiment ce sujet, Thierry Breton. C'est une inquiétude, ça aussi, Philippe ? Je pense que la terminologie est importante. Hein, je viens de le rappeler. Bref, j'imagine quand même qu'on ne peut pas oublier ce thème-là qui est central. On ne peut pas non plus vouloir s'engager massivement dans l'intelligence artificielle sans affirmer par cette simple volonté, cette volonté de souveraineté, bien sûr. Et c'est quelque chose sur lequel il faut être très, très vigilant. Il faut que cette souveraineté soit pensée avec humilité aussi. Hein. On a d'autres thèmes, d'autres sujets où la place de la France se heurte à un plafond de verre et il faut penser plutôt européen, hein, y compris sur la scalabilité de nos entreprises, de façon à réussir à peser dans cet écosystème mondial. Est-ce qu'on attendait quelque chose du côté de la cyber ? Je dis ça parce que moi j'attendais quelque chose du côté de la cybersécurité, qui est aussi un enjeu majeur aujourd'hui dans le monde du numérique. Qui va porter ça ? Alors évidemment qu'à l'intérieur on s'en occupe, mais... Ça devrait être dans le portefeuille de Clara. Moi je pense que quand on met IA et numérique, le numérique, il embrasse quand même ces sujets autour, évidemment. Et ce que je disais tout à l'heure, un des premiers chantiers, c'est sur Nice 2. Donc, ils sont des sujets techniques, mais elle va devoir, en fait, je dirais, s'intéresser à cette transposition, au déploiement, en fait, auprès de nos entreprises de cette réglementation. Oui, parce que ça, c'est quand même le gros sujet à venir, Nice 2. Ouais. Tout à fait. Donc, il y a plusieurs sujets, mais c'est vrai que je pense qu'il y a un effet un peu marketing d'avoir sorti l'IA. Le fait de... À chaque fois, il y avait souveraineté, on avait transition. Je pense qu'il faut
pas non plus après trop intellectualiser en fait le titre. Je pense que ce sera intéressant derrière rapidement de voir sa feuille de route, comment tout ça s'articule avec le reste du gouvernement et quel poids ça va avoir dans le gouvernement. Parce que le sujet, moi, la petite inquiétude, c'est que je trouve quand même aujourd'hui encore, ça donne pas un signal comme quoi on a bien compris en France que le numérique c'est un sujet hautement stratégique. Oui, parce que alors, ça c'est l'émotion. Il y a eu la satisfaction, puis l'émotion, déception, j'ai envie de dire, avec l'arrivée du nom de Clara Chapaz à la toute fin de la liste protocolaire. Oui, je rappelle que Jean-Noël Barrot était ministre délégué. Après, on est passé à secrétaire d'État, et maintenant secrétaire d'État rattaché à la recherche et au 40e rang, au dernier rang. Mais peu importe, les gens, les hommes, les femmes font le succès de notre pays et on peut espérer qu'elle mettra toute son énergie à défendre les intérêts français et on peut espérer également que le ministère de l'Industrie défendra les infrastructures numériques hautement. Quand vous avez travaillé sur ce rapport de mission, Adrien, donc vous avez vu comment le politique aussi envisage ces sujets du numérique. Vous avez le sentiment quand même que c'est un sujet qui est pris au sérieux ? En fait, les intitulés, pour moi, n'ont peu d'importance. La question, c'est opérationnellement comment on va les déployer. Le numérique, c'est tellement transversal qu'il pourrait, d'une part, avoir un ministère numérique en tant que tel. C'est beaucoup de personnes qui disent ça, mais il pourrait aussi ne pas en avoir du tout, puisque finalement, il est intégré aussi bien dans l'industrie qu'à l'intérieur, que dans la recherche. Enfin, vraiment, l'environnement aussi. L'environnement, c'est extrêmement transversal. Donc, l'égalité homme-femme, enfin bon, oui, on peut tout lorsqu'on avait été missionné sur, par exemple, commissionné sur le rapport sur les technologies immersives et ce qu'on appelle de manière marketing les métavers, c'était à la fois, c'était 3 ministres. Il y avait la culture, il y avait Bercy et il y avait le numérique. Et c'est intéressant parce qu'en fait, on a des enjeux. En France, par exemple, on est à la fois le pays de l'exception culturelle, on a aussi Station F. Il faut savoir comment concilier différents écosystèmes. Donc, il y a des discussions qui sont nécessairement transministérielles. Mais il y a un moment, la question, c'est, comme Véronique le rappelait, comment voir le numérique comme un sujet de société. Ce n'est pas seulement une matière technique. Ce sont des questions démocratiques. Et moi, plus que l'intitulé, qui est marqué souveraineté numérique, qui est marqué intelligence artificielle, qui sont des mots qui sont assez ambivalents et pas mal galvaudés par ailleurs, ça a peu d'importance. Je pense que ce qui est important, c'est la feuille de route et c'est qu'est-ce qu'on va prioriser et quels moyens on va faire pour déployer cette feuille de route, pour promouvoir l'innovation, tout en encadrant un écosystème. On l'attend, la feuille de route. Alors, en attendant, on va passer à un autre sujet. La fin du réseau cuivre. Donc, vous restez avec nous, Véronique ? Je vous laisse. Ah, pour le cuivre aussi, pour les infrastructures ? Oui. Bon, d'accord. À plus tard. À plus tard, Véronique. Donc, fin du réseau cuivre. On va peut-être nous refaire un petit point d'étape. Je compte sur vous là-dessus, Philippe. On en est où exactement ? Alors, parce que ce réseau cuivre porte aujourd'hui quand même encore des abonnements à Internet, dans des foyers français, et puis aussi dans des entreprises. Il porte aussi des services assez essentiels qu'on utilise au quotidien, et pourtant ce réseau va être éteint. Et c'est tout le challenge de cette fermeture du réseau cuivre. Alors, on en est où ? Déjà, il faut distinguer 2 étapes, la fermeture commerciale et la fermeture technique, même 3 étapes, pardon, et enfin le démontage, bien entendu, de ce réseau. La fermeture commerciale, c'est le fait de dire qu'à un moment donné, plus personne ne pourra souscrire un nouvel abonnement en cuivre. Si tant est que les personnes éligibles à la fibre souhaitent encore se raccorder au cuivre, ça sera plus possible à partir du 31 janvier 2026. Plus personne en France ne sera en situation de commander un un service supporté par le cuivre. Donc ça, c'est la fermeture commerciale. Et cette fermeture commerciale, elle est progressive pour arriver jusqu'au 31 janvier avec une fermeture totale en France. La fermeture technique, elle, est beaucoup plus complexe. Fermeture technique, c'est on coupe le service. On vous dit, ça y est, c'est terminé. Alors évidemment, il y a quelque chose de très responsable qui est organisé pour que les services puissent migrer sur les autres supports technologiques, dont principalement, bien entendu, la fibre, qui, je le rappelle, aujourd'hui est déployée à plus de 80% en France. Et cette fermeture technique a été expérimentée avec des phases d'abord modestes et puis un peu plus importantes. On est maintenant à 11 700 foyers et entreprises qui ont fait l'objet de ces expérimentations. Ça a plutôt très bien marché. Il y a eu des cas isolés à traiter, mais tous les cas ont été traités et ces expérimentations ont été satisfaisantes. Et maintenant, on rentre dans les lots. Donc là, on a un lot de 210 000 prises qui vont être, dont la fermeture technique a été annoncée. Donc on annonce la fermeture technique, on laisse tout un délai où là, tous les opérateurs contactent leurs clients, leur expliquent, proposent des solutions alternatives et après, on ferme.
Et là, le premier lot est entamé. Et ensuite, on accélérera. Il y aura au total 7 lots pour arriver à partir de 2025 à une fermeture de 10 millions de foyers par an. C'est là où ça va 10 devenir millions par corsé. an. Ouais. Et là, ça va devenir très compliqué. Alors, voilà où on en est pour le point d'étape et répondre à cette question-là. D'accord. Sur ce sujet de la connectivité en France, on a toujours dit qu'on était plutôt bien lotis, très avancés. De quoi porter peut-être demain ces technologies immersives. Est-ce que vous avez des inquiétudes, vous, Adrien, là-dessus, quand on vous dit on va éteindre le cuivre parce qu'on sait très bien que la fibre optique ne pourra pas arriver dans tous les foyers, 100% des foyers français, même si c'est l'objectif. Alors c'est un sujet très technique et assez intéressant quand on va de manière granulaire, comme le fait Philippe dans les détails. Et si on regarde d'un point de vue un peu macro, pour moi, ça pose 2 aspects. Le premier, c'est le raccordement de tous les Français en bas de la pyramide des besoins de Maslow, juste la facilité essentielle d'avoir accès à une connectivité Internet, qui est peut-être le premier des besoins après la nourriture aujourd'hui au XXIe siècle d'une certaine manière. Et on débat beaucoup lorsqu'on parle de politique publique numérique, de sujets très techniques sur la responsabilité des plateformes, comment faire pour faire de la modération en ligne, l'intelligence artificielle. Mais avant tous ces sujets-là, il y a l'accès au réseau. Et donc, si je suis le raisonnement qui vient d'être présenté, au bout d'un moment, il y a peut-être certains des Français, ça sera la fameuse diagonale du vide, qui n'auront plus accès ou qui ne pourront pas forcément avoir accès à la fibre demain. Ouais. Donc, cette question, elle est importante. C'est-à-dire que je me souviens d'une passionnante chercheuse sociologue quand on était au Conseil national du numérique qui nous parlait toujours de ces questions d'accès dans les territoires au réseau, qui est peut-être la première des questions avant même de penser à toutes les autres. Donc ça, c'est le premier aspect. C'est ne pas oublier une partie de la population sur la route, puisque sinon on va creuser ce déficit. Là, ça veut dire, c'est un engagement de toute façon du gouvernement, mais ça veut dire de très très gros investissements. Ça, ouais. Ouais. C'est tout l'ADN, mais merci effectivement, je souscris à 100%. C'est la diagonale du pire qui nous attend si on ne fait pas attention. Et malheureusement, tous les signaux ne sont pas positifs. Alors, si la procédure technique, la fermeture du cuivre est en cours et se passe bien, il y a quand même des enjeux sous-tendus sur les risques de perturbation du marché entreprise notamment et la continuité des services qui sont parfois marginaux mais très utiles, de vidéoprotection, d'ascenseurs, de photocopieurs, enfin toutes les choses accessoires mais qui quand même doivent être appréhendées. Et c'est la raison pour laquelle la Fédération Infranum, à l'initiative d'Orange Concession, entend réaliser une communication de filière pour bien informer tous les Français, effectivement, qui vont avoir peur de cela, parce qu'on a rappelé cette pyramide de Maslow. Et oui, je suis d'accord pour dire que le numérique, l'accès aux infrastructures devient une facilité essentielle à la vie et à la survie de nos concitoyens qui peuvent être dans des situations médicales, d'assistance médicale ou autre. Attention, les signaux sur la couverture totale de notre pays à la fibre sont très mauvais aujourd'hui. On a eu des coups de rabot budgétaires, on a des difficultés à réussir à atteindre ce 100%, et il va falloir prendre des mesures. On a besoin d'un gouvernement davantage acteur, pour réussir ce pari du 100% fibre. Hier soir, on était ensemble avec le Cercle Credo qui a publié tout un guide très pédagogique sur ces sujets-là, justement en pointant les difficultés jusqu'au pied de l'immeuble, les questions de système de chaufferie et tout ça. Donc il y a beaucoup de choses à Très belle lecture de chevet. Oui. Vous vouliez signaler un deuxième point par cette diagonale du vide. Si on tire un peu ce fil de cuivre ou de fibre, à la fin, on est sur la question aussi des réseaux numériques, qui est au niveau européen peut-être l'un des prochains grands textes qui sera débattu l'année prochaine en 2025. Et qui pose finalement la question de comment on va financer ces infrastructures. Ça relève des points essentiels en matière d'un marché qui est considéré par certains comme trop fragmenté et qui devrait peut-être être davantage concentré pour faire apparaître des acteurs européens qui seront capables de rivaliser avec d'autres opérateurs. Et puis la disparition de la fibre, finalement, c'est un peu une illustration, c'est un peu la métaphore aussi de la dématérialisation des couches basses. Et peut-être de la convergence de certains services. Et là encore, ça pose la question de savoir qui va contribuer au financement des infrastructures. On connaît l'éternel débat sur la neutralité du net, ce qu'on appelle au niveau européen le fair share, pour savoir si les personnes qui sont davantage en train de faire passer de la donnée sur les infrastructures devraient ou non contribuer au financement au niveau des opérateurs, savoir s'ils devraient avoir le même
régime de traitement. Et je pense que vous l'avez rappelé à juste titre, il y a des questions aussi d'ordre environnemental, c'est-à-dire comment aussi contribuer à la réduction d'une empreinte qui peut être écologique. Et on sait que quand on stream, eh bien, il y a des conséquences à cela. Donc, véritablement, le règlement sur les réseaux numériques va faire apparaître aussi tout ce qui est en aval lorsqu'on tire ce fil, tout ce qui arrive en aval sur les débats de concentration, d'apparition d'acteurs européens et de contribution au financement des infrastructures. On a effectivement un texte qu'on attend au niveau européen, parce que pour l'instant, ce n'est qu'un livre blanc. Allez, je vous propose qu'on se connecte tout de suite avec Baptiste Robert pour parler de l'attaque des beepers, puis des talkie-walkie au Liban. Ça a commencé le 17 septembre. On a découvert comme ça sur les réseaux sociaux des vidéos d'explosions dans les poches, dans des mallettes de personnes qui se trouvaient dans des lieux publics. Plusieurs personnes ont été tuées, des milliers de blessés, parce qu'il s'est avéré être l'explosion donc simultanée de beepers appartenant aux membres du Hezbollah. S'en est suivi donc une autre série d'explosions, je l'ai dit, de talkie-walkie. Bonjour Baptiste Robert, merci d'être avec nous. Ici, on ne va pas parler politique, on va parler technique. Alors, ces attaques, vu leur caractère simultané, on se dit qu'elles ont été préparées, déclenchées aussi sans intervention finalement humaine sur place, donc à distance. Pour autant, on ne parle pas de cyberattaque, je crois. Alors tout à fait. Dans ce qu'on a pu observer dans cette attaque coordonnée, préparée, ciblée, on n'est pas sur une cyberattaque au sens propre du terme. On va plus être sur une attaque dite, on est sur de la cybernétique, puisque ici on est en réalité, ces beepers-là ont été modifiés au préalable. Alors ils ont été modifiés au préalable probablement via des intermédiaires, et on est sur une attaque plutôt de type supply chain, c'est-à-dire que directement en amont, les beepers en question ont été préparés avec de l'explosif à l'intérieur et une capacité avec un détonateur, une capacité à faire exploser cette petite charge-là de manière très ciblée. Et d'après les différentes informations qu'on a pu avoir depuis que l'attaque a été déclenchée, il semblerait que en réalité, le commanditaire, donc ici probablement les services israéliens, avait la possibilité de déclencher les beepers un à un. C'est-à-dire que ce n'est pas une attaque généralisée où ils ont envoyé un message à tous les beepers et tout a explosé en même temps. A priori, de ce qui s'est dit, c'est qu'ils ont poussé la sophistication de l'attaque jusqu'à être en capacité de cibler les personnes une à une. Donc ici, dans cette attaque-là, qui est une attaque extrêmement sophistiquée, il faut vraiment le préciser, c'est quelque chose d'assez inédit. Et on ne voit pas ce type de choses publiquement très souvent. Et donc, dans cette attaque-là, il y a un travail de plusieurs années avant d'être en capacité de cibler une organisation de ce type-là. Et surtout, derrière, il y a des soucis logistiques, techniques qu'il faut régler et qui sont assez fous. Mais alors, c'est aussi ce qui peut étonner, Baptiste Robert, on se dit finalement, peut-être même qu'une cyberattaque, j'ai envie de dire classique, aurait été plus simple à organiser. Et pourquoi passer par des beepers qui sont des petits appareils très, très peu connectés finalement? Alors, la situation, elle est que le Hezbollah avait fait le choix, pour des raisons assez sensées, de ne pas utiliser les téléphones portables. Puisque, on le sait, les téléphones portables vont borner à des antennes à proximité et donc, d'une certaine manière, vont donner la localisation des personnes avec le téléphone portable. Quelque chose de connu, reconnu, il y a pas de nouveauté sur la question. Et c'est pour ça qu'ils ont fait le choix de passer sur une technologie qui est très ancienne. Les beepers, on parle de quelque chose qui était d'avant les téléphones portables. Donc on est sur 50 ans, peut-être 40 ans de vie, quelque chose comme ça. Donc une technologie qui n'est pas très avancée, mais qui fonctionne. Et justement, qui ne fonctionne que dans une seule direction. C'est vraiment, j'envoie un message et ceux qui ont le beeper allumé le reçoivent. Mais Donc, ils ne peuvent pas répondre. Juste pour préciser, parce qu'on a un peu oublié comment fonctionnaient les beepers depuis toutes ces années, on ne peut pas en revanche envoyer de messages depuis son beeper. Et alors ça fonctionne par ondes radio?
Exactement, et c'est de la radio, donc on passe pas par internet, et la réalité, c'est que, on peut pas la quand on va parler de ce type d'organisation, qui est une organisation très particulière ici, avec, tentaculaire, avec des gens qui ont, cette notion de la sécurité aussi, la cyberattaque est pas forcément le premier axe, et la cyberattaque, parfois ne va pas faire l'effet escompté non plus. Ici, le but du commanditaire, encore une fois, c'est de neutraliser, l'entièreté de la chaîne de commandement du Hezbollah. Ce qu'ils ont réussi à faire, et on le voit, dans cette attaque, ce qu'ils voulaient, c'est non seulement neutraliser les personnes détenteurs d'un beeper, obtenir de l'information sur l'intégralité, des différents membres de cette organisation-là, et en plus de ça, c'est d'insuffler une peur dans les moyens de communication, et on l'a vu puisqu'il y a eu une explosion des beepers et ensuite une explosion de certains talkie-walkie. Donc le but, il était multiple, et avec une cyberattaque, on ne peut pas faire ce type de choses-là. Donc ça nous semble, et parce que, pour certains, on travaille dans le domaine, donc ça nous semble extrêmement important, très critique, la cyber, et cetera. Mais la réalité, là, c'est qu'on est sur une organisation de terrain qui cherche à communiquer entre ses membres, des membres qui vont être un peu partout dans la société et qui ont utilisé, une technologie assez ancienne. Et là, dans ce contexte-là, si on cherche à neutraliser son ennemi, là, ici, dans le cas présent, le Hezbollah, la cyberattaque est clairement pas la bonne manière de faire. La Ce qui est cyberattaque est intéressant, c'est ce qui est intéressant aussi, Baptiste et mes autres invités, c'est que finalement on fantasme beaucoup la cyberguerre absolue, mais ces outils en fait sont très peu utilisés par les organisations paramilitaires parce qu'ils savent que justement il faut s'en méfier. Et finalement on revient à la low-tech du côté de l'utilisation et du côté de l'attaque. Oui, c'est totalement exact. Nous sommes quand même dans un cas de guerre électronique. Peut-être pas cyber au sens digital du terme, mais quand même une guerre électronique que l'on a vu là, que l'on voit aussi en Ukraine, où le brouillage des ondes est un enjeu sur le terrain, hein, qui conditionne un succès militaire immédiat, les attaques sur les radars, et sans parler des cyberattaques qu'on ne voit pas, mais qui sont monnaie courante entre les belligérants maintenant. Donc la guerre est totale, et elle est aussi sur ce volet électronique et cyber. Et je pense que la France a compris ça, bien entendu, et on se prépare. Je ne sais pas si les prochaines décennies seront aussi paisibles dans notre pays qu'elles l'ont été, je l'espère et je le souhaite, mais elles le seront si aussi nous savons nous doter des meilleurs outils de défense. Et dans les outils de défense, je voudrais vraiment qu'on insiste sur le quantique, qui va être un moyen de démultiplication de ces cyberattaques. Et les premiers ordinateurs quantiques qui arriveront devront aussi être gérés par la France si on veut rivaliser dans le domaine. Merci beaucoup. Merci Baptiste Robert de nous avoir permis de mieux comprendre comment cela avait pu être orchestré. D'ailleurs, on peut vous suivre sur Twitter à chaque fois. Vous apportez des informations éclairantes. Et puis merci à mes invités en plateau, Adrien Badevant et Philippe Legrand, d'avoir joué le jeu de ce grand débrief de l'actu. Merci Delphine.